Mais pardon, Fabrice, vous avez dit tout à l'heure, ce destin a été brisé par la méchanceté humaine. C'est ce que j'ai cru entendre tout à l'heure. Est-ce qu'on peut d'abord s'arrêter un instant à ce niveau-là? Donc, pour vous, Guy-Brice Parfait Kolela n'est pas mort de mort naturelle, ce sont les humains plutôt qui l'ont précipité. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ben, tout est évident. Si on rentre dans une certaine objectivité et quand on essaie de regarder tous les contours, toutes les circonstances qui ont accompagné ou qui ont entouré cette mort et même jusqu'à après sa mort, vous avez vu comment il a été enterré au milieu, euh, on va dire, avec une certaine retenue, l'image d'un certain gangstérisme. Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, ravi de vous retrouver sur TLR TV. Avec moi sur ce plateau, Fabrice Oleg, qui est l'ancien conseiller à la communication chargé des relations publiques à la direction de campagne du candidat Guy-Brice Parfait Kolela, décédé malheureusement le jour même de l'élection présidentielle pour laquelle il était pourtant favori. Bonjour Fabrice et merci d'être avec nous sur TLR TV. Bonjour, Monsieur Christian Perrin, et très heureux d'être avec vous ce soir. Merci Fabrice de votre disponibilité. Alors vous avez mis sur le marché du livre un ouvrage intitulé Un destin brisé. Mais avant d'en parler, je vais inviter nos téléspectateurs à liker, à partager au maximum cette émission pour nous aider à booster notre audimat, à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Veuillez nous laisser également un petit commentaire à la fin de cette émission, des petits gestes qui nous encouragent à faire beaucoup mieux, mais aussi à stimuler les plateformes que nous utilisons pour vous informer. Moi, c'est Christian Perrin, si vous nous avez rejoint pour la première fois sur Télar TV. Alors, Fabrice Oleg Kessila, je disais que vous êtes ancien conseiller à la communication chargé des relations publiques à la direction de campagne du candidat Guy-Brice Parfait Kolela. De qui ou de quoi tirez-vous cette inspiration et qu'avez-vous voulu exprimer par ce titre, Un destin brisé? Un destin brisé est un livre que j'ai écrit pour rendre hommage à mon leader politique, à mon mentor, le docteur Guy-Brice Parfait-Kolela, que tous connaissez, qui nous a été arraché à la vie, malheureusement, un jour de scrutin, le 21 mars 2021, à Brazzaville, alors que j'étais à Brazzaville à ses côtés. Et j'ai suivi l'homme, j'ai vécu ces moments et j'ai été sous le choc lors de cette tragique disparition. Alors, puisque je l'ai côtoyé, il m'a formé, il m'a donné une certaine culture, une certaine éducation politique. Je le connais assez suffisamment et j'ai partagé avec lui un certain nombre de valeurs politiques à sa disparition. Donc, je me suis permis finalement de m'essayer à pérenniser donc son idéologie, ses idées, ses idéaux, sa démarche politique, sa philosophie politique, sa pensée politique, sa vision de société au travers de ce livre. Destin brisé parce qu'il avait de l'ambition pour le Congo. Et malheureusement, cette ambition est demeurée inachevée à partir du moment où il nous quitte. Mais je Alors, pourrais mais dire donc, pardon Fabrice, vous dites qu'il avait des ambitions pour le Congo. Et vous vous écrivez Un destin brisé. Il y a d'un côté l'homme, qui est donc Guy-Brice Parfait Kolela, de l'autre sa philosophie politique. Quel est le destin qui a été brisé? C'est celui de l'homme en tant que tel ou bien son idéologie, c'est-à-dire sa vision pour le Congo? alors, sous cette base-là, je dirais, je partirais d'un triptyque. Il y a d'abord l'homme, l'homme en tant qu'humain, en tant que personnage, qui a subi un coup assez effroyable
de la méchanceté existentialiste ou humaine, ou de l'humanité tout simplement. Par de la jalousie, par de la haine, il a été arraché à la vie. Ensuite, Destin brisé pour son idéologie, pour sa philosophie, pour sa vision qu'il avait pour le Congo-Brazzaville. Vous en souviendrez qu'en 2016, il portait déjà ce qu'il appelait lui son projet phare, le PPRC, le plan parfait pour le redressement du Congo. Et au cœur de ce projet de société, il avait mis une véritable dose, cette dose qu'il appelait la décentralisation intégrale, ou on va dire tout court, la provincialisation du Congo. Il envisageait pour question d'efficacité, de réduire le nombre de départements au Congo et de les replacer en 4 provinces. Ceci pour enclencher le développement global, hein, et la stabilité à la fois globale de notre pays. Et finalement, cette vision est demeurée à partir du 21 mars 2021 inachevée, parce qu'il a porté le même projet en 2021 avec un certain nombre d'amendements. Et Alors, aussi, pardon, Fabrice, vous avez dit tout à l'heure, ce destin a été brisé par la méchanceté humaine. C'est ce que j'ai cru entendre tout à l'heure. Est-ce qu'on peut d'abord s'arrêter un instant à ce niveau-là? Donc, pour vous, Guy Brice Parfait Kolela n'est pas mort de mort naturelle, ce sont les humains plutôt qui l'ont précipité. C'est ce que j'ai cru comprendre. ben, tout est évident. Si on rentre dans une certaine objectivité et quand on essaie de regarder tous les contours, toutes les circonstances qui ont accompagné ou qui ont entouré cette mort, et même jusqu'à après sa mort, vous avez vu comment il a été enterré au milieu, euh, on va dire, avec une certaine retenue, l'image d'un certain gangstérisme, hein, à la russe ou on va dire, à la sicilienne ou à l'américaine, entouré des personnages un peu lugubres de notre pays. Bref, à partir de tout ce déroulé-là, on peut comprendre que le président Guibris Parfait-Kolela n'a pas été atteinte ou arraché à la vie par des causes naturelles. En tout cas, à mon sens, à ma connaissance, euh, il a été déclaré précipitamment le 22 mort de Covid-19. Vous le savez, par le parquet, un communiqué tonitruant du parquet du Bourget, hein, de Paris. Mais Alors, on peut, un communiqué tonitruant, vous dites, du parquet de Bobigny. euh, À ce niveau-là, vous pensez que c'est une information erronée, c'est ça? Vous n'êtes pas convaincu du tout de ces résultats, moi, non de ce communiqué? je m'en tiens à la réalité et à l'objectivité. À partir du moment où, après ce communiqué, il y a eu un contre-communiqué des avocats de la famille et de madame. Notamment, je retiens le communiqué de Maître Bourdon qui bat en brèche toute cette euh, théorie de la COVID-19, stipulant que le président Kolela ne serait pas mort de euh, la COVID-19, hein, du virus SARS, mais plutôt d'autres causalités, d'autres causes. À partir de là, alors je m'arrête pour me poser un certain nombre de questions et de faire un feedback et de regarder le déroulement de la campagne et de constater ce qui a été dit, ce qui a été fait pour finalement conclure avec mon expérience du vécu de cette campagne que le président ne serait pas mort d'une mort naturelle, en tout cas. Évidemment, tout le monde sait, hein, probablement que ce n'est pas le fait d'être en contact de quelqu'un qui a le Covid-19 pour être forcément contaminé. Mais
D'un côté, vous avez été proche de lui. Vous êtes parmi ceux qui l'ont entouré jusqu'à la dernière seconde, à ce que je sache, et vous étiez nombreux. Est-ce qu'autour de vous, il y a eu quelques autres personnes qui ont été suspectées d'avoir été contaminées de Covid-19 ou bien c'est... Monsieur Perrin, c'est ce qui me conforte dans ma démarche ou c'est ce qui me conforte dans mon idée de croire avec force que le président Kolela ne nous a pas quittés d'une mort naturelle. Euh, pour le simple cas, pour la simple raison que lorsque vous prenez ce que vous avancez comme élément, par exemple sur le cas de la COVID-19, il se trouve que j'ai mangé avec lui à table hein, le jour de notre campagne, le jour où nous débutions notre campagne, puisque il nous avait été interdit ou il nous avait été empêché d'aller à Ouesseux, où il envisageait de commencer sa campagne. Donc, ce matin, nous étions tous à table chez lui, hein, à sa résidence de la Glacière. Et donc, nous avons mangé ensemble. Et même la veille, quand j'arrive, il m'embrasse, il me prend dans ses bras. Et pendant au moins quelques 10 minutes, parce que j'avais eu un contretemps à l'aéroport de Charles de Gaulle, Roissy-Charles de Gaulle, donc il en était informé. Et finalement, il était heureux de me recevoir. Il m'a retenu dans ses bras pendant longtemps et je pense que au moins j'aurais été atteint, pas forcément comme vous venez de le dire, mais au moins il faut constater que dans son entourage proche, même la deuxième ceinture ou la troisième ceinture, on va dire le public qu'il a eu à rencontrer, aucune personne n'a été testée positif. Moi-même, Alors, mais avant de probablement, venir, Fabrice, que vous avez peut-être des anticorps qui sont un peu beaucoup plus solides, on ne sait jamais, c'est aussi possible. Mais est-ce qu'il y a d'autres indices, des indices qui vous indiqueraient qu'il y a eu quelque chose de pas trop clair là-dessus? ben écoutez, c'est comme je l'écris dans Destin brisé sur les hypothèses de la mort du président Guy Brice Parfait-Colère. L'hypothèse de l'empoisonnement, par exemple, où j'évoque c'est ce cas malheureux hein, des responsables politiques congolais qui usent toujours de la force ou qui usent toujours du clientélisme ou des intimidations pour se faire prévaloir hein, en lieu et place des arguments politiques ou d'autres arguments professionnels et intellectuels auprès du peuple congolais. Et je retiens qu'à Ouando, il y a eu un grand homme de ce pays ou soutien très, très, très fort du candidat président de la République qui avait proféré des menaces, tout le monde s'en souvient, en direction du candidat Guy Brice Parfait-Collet, où il disait Vous faites allusion à monsieur, comment on l'appelle, là, Aïssa, c'est ça? Firmin Aïssa, qui avait déclaré en Lingala, parce que la vidéo existe encore, où il disait, ben, écoutez, comment un enfant qui a été élevé par quelqu'un, et aujourd'hui, il voudrait voilà, évidemment, évidemment, ça, affronter son papa. En fait, il l'appelait même par papa, il affrontait papa, et ce n'est pas normal, et on verra bien ce qui pourra lui arriver. évidemment, évidemment, quand vous entendez, vous écoutez euh, des personnalités censées être des modèles de notre pays, hein, des dirigeants de notre pays dire ces choses, ce genre de choses, ça vous laisse froid au dos hein, et ça vous laisse interrogatoire, ça vous pousse à réfléchir. Hein, et le contexte dans lequel nous quitte le président Guy Brice Parfait Kolela nous pousse davantage à nous interroger sur ces propos tenus publiquement par le vice-premier ministre, monsieur Firmin. Monsieur Firmin Ayessa. Mais est-ce Voilà. pour autant ces propos étaient dirigés contre Guy Brice Parfait Kolela? Bon,
à qui pouvait-il s'adresser en cette période de campagne électorale? Pour taire toute confusion, moi, j'avais suggéré, par exemple, qu'une enquête au Parlement soit initiée pour l'écouter, pour qu'il nous dise effectivement, en cette période de campagne où il menait la campagne pour un candidat, pour un concurrent direct, à qui il s'adressait. À qui il s'adressait. Il va pas me dire, on ne va pas me dire qu'il s'adressait au président Yombi du RDD. On ne va pas me dire qu'il s'adressait au président Mathias Nson. On ne va pas me dire qu'il s'adressait à l'honorable Kinumi Kambungu ou à Dav Mafoula. Mais il en est certain que M. Aïssa, puisque déjà que le président parfait était appelé fils adoptif de M. Le président de la République en place, et donc à partir de là, ces éléments me conduisent de façon factuelle d'aller vers M. Firmin Aïssa, de demander Et ce qui donc, s'est passé. évidemment, comme vous le dites, parmi les candidats, si on pouvait identifier le fils adoptif, il n'y en avait qu'un seul, c'est bien Guy Brice Parfait à Kolela. Alors, pour vous, de manière concrète, quand est-il mort? Ben, écoutez, il y a aussi un fait, avant de vous répondre, que les gens ignorent beaucoup, ils n'en parlent pas assez. Voyez-vous, moi, je suis avec le directeur de campagne la veille, enfin, pas la veille, le matin du meeting du 19 prévu au stade de Marchand. Au stade de Marchand. Et il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est en tout cas passé beaucoup de choses. Quoi, par exemple? Bon, par exemple, quand on arrive vers 10 heures, alors que le meeting était prévu à 14 heures, il n'y avait pas les forces de l'ordre. Il n'y avait aucun agent de De police ou de sécurité, mais est-ce gendarmerie. que vous avez fait la demande? Mais bien entendu, la demande avait été faite. La demande avait été faite de façon formelle. Et chose curieuse, certains de ces gendarmes me reconnaissent, me disent, ah, puisque la veille, je venais de livrer un débat avec les représentants de tous les candidats à Vox TV. Donc, ce gendarme m'avait reconnu, me disant que ce n'est pas de notre faute, les instructions viennent d'en haut. Mais ce n'est pas cela mon problème. C'est que mon problème, c'est que je vais vous emmener à constater une chose. Laquelle? C'est que à 14 heures ou je ne sais pas à quelle heure, de l'autre côté, au boulevard des Armées, Alfred Raoul, le président candidat tenait aussi son meeting, mais là-bas, tout était bien en ordre. Personne ne circulait, les bus ne circulaient plus. Et je vous assure que si moi et le directeur de campagne n'avions pas été assez courageux, et donc si nous n'avions pas eu ce courage de demander aux militants de l'UDH qui de barricader cette voie, en tout cas, il n'y aurait pas eu d'ordre. Mais le plus important, c'est que lorsque le président de la République tient le meeting au boulevard des Armes, il dit deux ou trois mots. Il le dit en Lari. Il dit à 14 heures, Mati Iwiri. Je ne sais pas si vous avez suivi ce meeting-là. Et cet instant-là, ça échappe à beaucoup de Cambodgiens. Et moi, quand j'ai Pardon, je vais écouté, récapituler. Vous êtes donc au stade Marchand en train de préparer votre meeting alors que vous avez fait donc une demande au niveau de la police pour sécuriser évidemment la manifestation. Curieusement, on n'envoie pas les agents pour la protection, bien sûr, de ce meeting. Et de l'autre côté du boulevard, dites-vous, il y avait un autre meeting du candidat adversaire, bien entendu. Et là-bas, on vous rapporte qu'il a été dit qu'à 14 heures, c'est terminé, c'est bon. Et vous, Mati, vous aussi, votre meeting était prévu pour 14 heures, c'est cela. exactement à ces heures-là, le président devrait arriver un peu plus tard, vers 16h, 15h.
Mais ce n'est pas tant le meeting qui allait commencer, c'est plus profond. Parce que quand il dit à 14 heures, Matiwiri, bon, à 14 heures, il n'y avait rien de, de fondamental. Qu'est-ce qui allait finir à 14 heures? Moi, j'aurais bien aimé qu'on planche sur cette parole du président de la République. Qu'est-ce qu'il voulait dire à 14 heures, Matiwiri? Regardez ce meeting du 19, regardez ce meeting-là et ce passage-là, je pense qu'il demeure encore. Et finalement, à 14 heures, Matiwiri répond. Je me suis posé une question, plusieurs questions. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce qui allait finir à 14 heures? Mais tous nous savons qu'à partir de 14 heures, on a transporté le président Guy Parfait Kolela au CHU et pour une éventuelle évacuation. Bref, je pense que les avocats sont à Alors finalement, ce disposition. que je suis en train de comprendre, votre campagne électorale pour la présidentielle de mars 2021 a été soumise, j'allais dire, à des intrigues, aux menaces, comme vous êtes en train d'expliquer ça. Et il y a d'autres indices qu'on peut Mais partager à nos téléspectateurs. mon cher Sinon, Christian, lorsque vous arrivez finalement, parce que vous dites là, vous conduisez donc le candidat Guy Brice Parfait collé là, vous avez dit pour son évacuation, c'est ça. Comment ça se passe naturellement, les dernières heures avant son évacuation? Est-ce que vous étiez là et que s'est-il passé concrètement? Parce qu'après, il y a euh, eu ce testament où il a dit aux gens de continuer à se battre pour l'avenir du pays. Mais avant qu'il ne prononce ces paroles, c'est les derniers instants de sa vie. C'est probablement que vous étiez sur place, ou vous les, étiez au courant de ce qui se passait. Est-ce qu'on peut nous décrire ces derniers instants? cher Christian Perrin, c'est très douloureux, hein, ça vous arrache la gorge. Quand vous vivez ces choses-là et quand vous prenez du recul, vous prenez le temps d'analyser, d'observer les choses, plusieurs choses vous passent par la tête. Évidemment, quand je prends le film du 19 mars, du dernier meeting prévu au stade Marchand, devant l'esplanade du stade Marchand, euh, à 9 heures du matin, on était déjà avec le directeur de campagne, puisqu'on était tout le temps ensemble, en tant que conseiller à la communication chargé des relations publiques. Je me devais d'être là pour regarder, organiser de façon communicationnelle, maîtriser la communication, l'image de notre candidat, non seulement de notre candidat, mais du directeur de campagne, parce que si par lui, toute la campagne tenait ou ne tenait pas. Et donc, on arrive au stade Marchand. Lui, il avait déjà été voir le président Paco. Bon, moi, je n'étais pas passé par là. C'est lui qui est passé par là, mais c'était aussi difficile d'y avoir accès de par son état de santé qui était dégradante. Et puis, on émettait quelques suspicions. On ne voulait plus recevoir les gens, même les proches. Bon, on se mettait un peu à l'écart et on voulait qu'il respire un peu, qu'il voilà, qu'il regagne un peu d'oxygène, qu'il soit un peu calme, tranquille et plus libéré, plus tranquille. Bon, on arrive au stade Marchand, c'est que nous organisons la tenue du meeting. L'esplanade n'était pas encore installée, l'estrade n'était pas encore installée, donc il avait fallu faire des pieds et des mains pour tout organiser sur place. Et finalement, nous l'attendions vers 14 heures, 12 heures environ, 14 heures. Et finalement, moi-même, j'ai eu du mal à monter sur l'estrade. J'ai été empêché par le protocole. Et il avait fallu l'intervention de quelques militants de l'UDHUKI qui me connaissaient, qui savaient que j'étais le porte-parole du président Paco. Mais à ce stade, les nerfs étaient tendus.
En tout cas, même le protocole qui ne pouvait pas ignorer ma personnalité, en tout cas, ce jour-là, m'empêchait de monter sur le podium. Finalement, chemin faisant, je monte quand même. Je m'installe juste derrière, entre le directeur de campagne, arrive madame. Non, arrive d'abord la garde rapprochée, hein, la sécurité du président. Bon, à ce moment-là, tout le monde est surchauffé. Ils se disent, bon, finalement, le président va arriver. Mais entre-temps, le directeur de campagne, on a eu un échange où il me disait, ben, j'ai eu le président parce qu'on s'inquiétait tous, on savait qu'il était malade. Où il me disait, bon, ce matin, très tôt, nous nous sommes vus. Il m'a rassuré qu'il allait être là, mais il n'allait pas prendre la parole. C'était donc au président Yombi, au directeur de campagne, Sir Mayanda, à mon jeune frère, président du MR, Gavé, et Lucrèce Nguedi, le porte-parole officiel du candidat, qui allait animer ce meeting. Et donc, lui, il venait juste pour faire euh, présence auprès de ses militants et soutien. Finalement, le président n'arrive pas. On attend quelques minutes plus tard, c'est madame qui arrive finalement. Madame arrive, on se dit, bon, tiens, le président va arriver, puisque madame est déjà arrivée. Mais ça me paraissait un peu bizarre parce que j'étais tout affable. Euh, j'étais absent de moi. C'était une atmosphère assez compliquée, un peu tendue, un peu survoltée, un peu euphorique. Mais c'était vraiment un faux rythme, quoi, un faux rythme. Mais finalement, quand madame arrive, je constate qu'il prend place là où était prévu de s'asseoir le président d'Ibris Parfait Choléra. Je tente donc d'interpeller le directeur de campagne pour lui faire comprendre que madame ne pouvait pas s'asseoir là où, ne devait pas se mettre debout là où allait s'asseoir le président. Mais ils étaient concentrés, ils se disaient quelque chose, je me dis, bon, voilà, je ne vais pas trop les embêter. Bref, je vous passe de tous ces détails-là, mais c'est très Oui, important pour comprendre en fait l'histoire. Et c'est à ce moment-là que Madame Kolela prend la parole pour finalement annoncer la non-arrivée du président et son hospitalisation à, au, à l'hôpital ou à Sécurex. Voilà comment on vit ces moments. lorsqu'il fait sa dernière déclaration, s'il faut le dire, il est dans son lit d'hôpital. Euh, on peut dire les derniers instants de sa vie, donc quelques minutes avant qu'il ne rende l'âme, entre guillemets, parce que finalement, jusqu'à aujourd'hui, c'est difficile de dire s'il a rendu l'âme depuis son lit d'hôpital, dans l'avion, ou arrivé au Bourget. Bon, bref, bon, les enquêtes certainement seront menées pour qu'on comprenne concrètement quand est-ce qu'il est mort. Mais quand il fait sa déclaration, qui aujourd'hui serait est un testament, hein, la vérité c'est ça, lorsqu'il vous demande de vous battre pour le pays, de vous battre pour l'avenir de vos enfants. Vous êtes sur place ou bien vous êtes toujours dans ces tractations quand vous êtes en train d'expliquer ça, quelque chose déjà n'allait plus, et puis bon, tout le monde est dans cette confusion totale, un peu perdu, parce que déjà les heures qui vont suivre, sinon le jour qui va suivre, c'est l'élection présidentielle. Écoutez, mon cher père, déjà, il faut l'avouer, nous étions un groupe, une équipe de campagne assez éparse, pas assez organisée. Et lorsque ces choses-là se déroulent, nous sommes dans la panique, nous sommes dans la débandade totale, on ne sait pas trop quoi faire, mais bon, nous étions en train de nous vouer au sein des saints, on se disait que ça va aller. Et donc, le 19, le 19, non, le 20, le lendemain, après l'annulation du meeting
du stade Marchand. Et donc, dans la nuit du 19 au 20, le directeur de campagne avait initié une annulation ou une suspension de l'élection au regard de l'état de santé du président sur la base de l'article 70, l'alinéa 1 ou 2, je pense, de notre Constitution, avec l'aide des conseils des avocats du parti et du personnel du président. Et donc, le matin, il fallait donc enclencher sur cette démarche. Mais on se retrouve en bureau restreint au niveau du siège de Pisa. Et c'est là où le président Yombi, je pense, formellement, met sur la table cette inquiétude. Mais comment est-ce qu'on ne peut pas, on ne va pas demander d'abord son avis à lui, le président, avant d'enclencher la démarche? Il faut donc lui poser la question. Et à cet instant-là, le président Yombi, à qui je rends beaucoup d'hommage sur cet acte-là, principalement, prend l'engagement donc d'aller à Sécurex, là où il séjournait, où séjournait le président Guy Brice-Parfait, là où il avait été conduit par le professeur Bileko. Et donc, il arrive pour lui informer sur la démarche que la direction de campagne empruntait. À ce moment, le président Paco était encore dans tous ses états, avec toute sa conscience, bien que combattu, bien qu'abattu, mais il était encore en train de se battre avec l'arme à la main. Vous sentez que l'homme est en train de vraiment résister à toutes les attaques, comme dans une guerre, un assaut des chars et tout ça. Et finalement, il dit au président Yombi, en tout cas, il faut demander aux gens, il faut laisser les gens d'aller voter. Le président Yombi lui dit, mais si je retourne au siège, vous connaissez les militants Yukis, ils ne vous croiront pas, ils diront jamais. Surtout que moi, avec mon pédigré ethnique, identitaire, ils ne vont pas croire. Il faut un message. C'est à ce moment-là que le président, Guy Brice-Parfait Kolela, fait ce message. Il dit, bon, il faut me filmer, je vais m'adresser au peuple. Et le président Yombi revient vers, je pense, 14 heures au siège. Nous étions tous là au siège. Et il met la vidéo sur la table. Il dit, bon, voici ce que je ramène de chez le président Paco. Voilà le témoignage. Il dit, il faut laisser les gens d'aller voter. Bon, le comité restreint, l'équipe de campagne, l'équipe de communication, marketing, publicité, l'image, essaient de se retrouver pour finalement décider ensemble, de façon collégiale, ce qu'il fallait faire de cette vidéo. Est-ce qu'il fallait véhiculer cette vidéo sur les réseaux sociaux ou la rendre publique? C'était la grande question. La grande question. Et aussi, non seulement la question de l'image, mais aussi il y avait une question juridique. Juridique parce que c'était une vidéo qui se passait un jour Avant l'élection. fermé de campagne. La campagne était fermée. Donc, on pouvait être frappé par la loi. Hein. C'était une forme de campagne qu'on pouvait poursuivre. Donc, vous comprendrez pourquoi du 20-19. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Et donc, Oui, mais alors, donc, après, il fait sa déclaration où on entend, hein, parmi les paroles prononcées, il dit bien, battez-vous pour l'avenir de vos enfants et que je ne me serai pas battu pour rien oui, avant qu'ils ne rendent l'âme. Je ne me serai pas battu pour oui. rien. Donc,
exactement, Il ne sera plus spirituellement. avec vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Et comme quoi, D'accord. il savait que là, il devait s'éteindre. C'est ce que je dis personnellement quand j'échange avec les gens, c'est que nous étions sans doute naïfs par notre manque de maturité spirituelle, politique. Mais moi, quand je prends du recul, le président n'est pas conscient qu'il va nous quitter à ce moment-là. Non, ça remonte il y a longtemps. Quand vous regardez ces photos, et quand vous regardez la conférence de presse qu'il tient le 21 mars, 21 décembre, je pense, décembre, 21 décembre, je pense, décembre ou 21 janvier, non, le 21 décembre, à son domicile, où il argumente sur le compromis politique historique. Vous regarderez ces photos, vous sentirez que le président n'était plus là, qu'il avait déjà intégré qu'il se donnerait Quelque en chose septembre. de Il y a quelque fatal chose devrait qui n'allait arriver. pas voir. Moi enfin, qui l'avais côtoyé, qui avait l'habitude de regarder ses vidéos, qui avait l'habitude de regarder ses photos parce que je me nourrissais de ça. Pour mes débats politiques, pour mes arguments politiques, il fallait le suivre Oui, constamment. Fabrice Oleg, qui est ici là, je rappelle que vous êtes ancien conseiller à la communication chargé des relations publiques à la direction de campagne du candidat Guy-Brice Parfait Kolela. Nous savons jusqu'à l'instant où les choses vont basculer et peut-être pendant la campagne, je ne sais pas si c'est au début de la campagne ou au milieu de la campagne, nous savons qu'il était encore un partenaire pour Denis Sassou Nguesso. La preuve, c'est que Firmin Aïssa va dire que c'est le fils adoptif. À quel moment il y a eu rupture avec ce camp pour que finalement commencent les menaces? Et voilà, parce qu'on l'a suivi aussi sur RFI, je crois. Il y a eu une interview comme ça qui était un peu capitale et déterminante parce que au cours de cette interview, il avait même dit que cette fois-ci, si notre victoire est volée, nous irons dans la rue. Est-ce que c'est à ce moment qu'il y a eu rupture véritable avec l'autre camp? Ou bien il y a eu un autre événement où, ben, je ne sais pas, est-ce que, bon, il y a eu pourquoi pas, un entretien avec l'autre camp pour qu'on s'assure, parce que certaines indiscrétions nous disent qu'à un moment donné, on lui a posé formellement la question de savoir est-ce que réellement tu vas candidater, donc seras-tu candidat ou voilà, et qu'il a été formel pour dire je suis candidat et que probablement cela n'avait pas plu à l'autre camp. Il faut dire que quand j'argumente le pacoïsme, hein, le pacoïsme qui est une philosophie, un courant de pensée qui met en exergue et qui met en avant la démarche politique de Paco, vous comprendrez de quoi il s'agit. Parce que j'en parle, finalement. Vous en La parlez dans première, votre livre, Un la première, destin brisé. un destin brisé. La première rupture avec le gouvernement en place, avec le régime en place, s'opère à partir du moment où il quitte le gouvernement. En 2015, quand il dit niet au changement de constitution. Rappelez-vous. Il gagne l'élection, il faut dire, avec le général Mouko. Ils sont en tête. Mais quelque chose lui dit, bon, l'homme est encore là, on peut lui accorder le bénéfice du doute. On fait d'abord On va lui profil bas et laisser, puis voilà, rebondir. on lui Oui. laisse cette victoire. Et on verra les années futures, qu'est-ce qu'il en fera. Et qu'est-ce qu'il nous réserve, nous, UDHUK. Vous allez constater que l'UDHUK, pour avoir le récépissé, il a fallu faire des mains et des pieds. Bref, il a fallu
courber encore l'échine en intégrant l'opposition républicaine. Et finalement, chemin faisant, de 2016 à 2019, on va dire, cette période, je l'appelle, moi, période de la recherche du consensus, c'est-à-dire du compromis. C'est la mise en avant de ce que moi j'appelle le parfaitisme, c'est-à-dire quelqu'un de pacifique, quelqu'un qui recherche l'accord même sur le désaccord, quelqu'un qui cherche vraiment le dialogue sur la base du Mbongi et le Kimuntu, comme il le disait souvent, la conscience bantou. Il voulait vraiment proposer quelque chose au régime en place pour non pas humilier le chef de l'État, mais lui permettre de sortir par la grande porte en permettant au pays de retrouver une certaine santé à la fois institutionnelle, économique et une cohésion sociale, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, notre pays, quoi qu'on dise, est balkanisé. Hein? Notre pays est fortement tribalisé. Notre pays est aujourd'hui fortement devenu identitaire. Identitaire. Et c'est un fléau. Et lui, il voulait s'attaquer à ce fléau en voulant s'appuyer sur la bonne conscience du régime en place, en se disant, nous sommes tous fils de ce pays, il n'y a rien qui puisse dépasser notre amour pour ce pays et il n'y a aucune personne dans ce pays qui détient, on va dire, Le monopole du le pouvoir ou monopole de l'amour de ce pays. Donc, il faut s'asseoir et s'accorder sur la conduite des affaires de l'État. Donc, c'est la première étape. C'est le compromis politique historique. Hein? Il voulait organiser un dialogue inclusif pour mettre en place une transition d'au moins 3-4 ans, préparer les institutions pour changer l'ossature gouvernementale de notre pays, passer du ce qu'il appelait lui le présidentialisme ou le semi-présidentialisme à un régime euh, purement parlementaire, hein, à l'image de ce qui se passe en Italie, en Israël ou en Angleterre, où le président est président avec les honneurs, mais le gouvernement est conduit, l'État est conduit par un premier ministre fort. Donc, c'est ce qu'il proposait, puisqu'il y avait, voilà. Bref, et c'est la première étape. Mais la vraie rupture, puisqu'il a tout proposé, l'homme a tout fait, il a eu sourde oreille. Et la vraie rupture, ça se passe le jour du discours de Madibou. Suivez ce discours de Madibou. Ce discours de qu'est-ce qui a Madibou, été dit en substance? Peut-être qu'on ne va pas tout redire ou rappeler, mais qu'est-ce qui s'est dit en substance au cours de... lors de ce discours, bon, j'en suis fier parce que on y a quand même contribué de façon intellectuelle, on y a travaillé. Et ce discours est l'un des grands discours mobilisateurs. Il fait un réquisitoire sur la gestion du pays par le PCT depuis la prise du pouvoir en 1979, non pas seulement 1979, mais avec le président Marin Gwabi, parce qu'il est monté, il est vraiment remonté un peu plus loin, même avec la gestion de Massamba Deba, puisqu'il est remonté jusque-là pour démontrer comment notre pays subissait un dégringolage pas possible. Et finalement, de ce discours, il dit qu'il est candidat et candidat à la candidature, candidat non, pas à la candidature, parce que candidat à la candidature, il le dit lors de son discours du compromis politique historique. Donc là, il le dit qu'il va à la guerre et il met en garde quiconque qui se trouverait sur son chemin et il ne reculera pas. Et à ce moment-là, Guy Brice Parfait Kolela part du parfaitisme, hein, de l'homme du consensus pour s'installer dans ce que moi j'appelle le pacoïsme. Le pacoïsme qui allie l'intransigeance et le compromis politique historique. L'intransigeance, lorsque
l'adversaire utilise la même arme, qu'il faut créer même le danger comme le faisait le feu Bernard Collet. Créer le danger pour se protéger du danger. Et c'est ce qu'il a fait. De ce discours jusqu'à la campagne. Et quand vous suivez toute sa campagne, il répétait à tous ceux qui voulaient l'entendre, s'ils blaguent cette fois-ci, ils vont fuir ce pays. S'ils blaguent. Et donc, si on nous vole la victoire, si on nous vole Alors, la victoire, évidemment, Fabrice, est-ce que pendant ces moments-là, cette période de compromis, comme vous l'avez dit, est-ce qu'il n'y a pas eu des clauses entre lui et le parti au pouvoir, j'allais dire, le pouvoir en place? N'y a-t-il pas eu des clauses du genre, bon, écoutez, vous nous laissez la paix, cette mandature, et puis probablement, nous allons vous soutenir pour bon, voilà, les élections qui viendront prochainement. Est-ce qu'il n'y a pas eu ces clauses-là? Et qu'est-ce qui a conduit finalement à cette rupture? Parce qu'après, on a vu comment les tractations commençaient jusqu'à lui retirer pratiquement le parti, qui était en ce temps-là, il était encore le patron du MCDDI. euh, ça remonte, on va dire, oui, cette période du compromis. Il faut donc comprendre en amont, avant de comprendre cette période de compromis. Qu'est-ce qui a été dit? Quels sont les accords lorsque, en 2009, le président Kolela, ou 2008, il rentre au gouvernement? À cette période, il faut donc demander les comptes au feu Bernard Kolela, parce que c'est lui qui signe les accords, ce n'est pas Guy Brice Parfait Kolela. C'est lui qui est le président, enfin, le président du MCDDI. C'est le MCDDI qui signe les accords de gouvernement avec le régime en place. Et c'était quoi les clauses? À Pour son aller un peu retour, plus vite, c'était quoi les clauses? ben écoutez, ce qui nous a été rapporté, parce que je ne peux pas moi rapporter ce que je n'ai pas vu, ce que je n'ai pas vécu. Cette période-là, j'étais très loin du MCDDI et très loin de la famille Kolela. Donc, je ne peux pas vous dire exactement ce qui a Concrètement, ce été qui dit, s'était mais dit. ce qui m'a été rapporté, c'est qu'il y a eu des accords de gouvernement qui stipulaient que dans un premier temps, le MCDDI soutenait le régime en place, c'est-à-dire le PCT, à conquérir non seulement le pouvoir, mais à le stabiliser, à le maintenir et à maintenir les équilibres dans notre pays, c'est-à-dire la paix, la sécurité. C'était sur cet angle-là que ces choses-là avaient été initiées par le feu Bernard Collier. Et finalement, les années se sont passées et je pense que par rapport à ce qui m'a été dit, encore là, je dis que ce sont des choses qui m'ont été Oui, rapportées dans ce mon qui vous a parcours été rapporté, politique. oui. Et donc, je crois que à cette période de 2016, puisqu'il faut remarquer même que la première constitution, celle de 2020, de 2002, 2000, oui, 2002. cette constitution euh, contient quelques deux ou trois clauses à dessein, des clauses sur la limitation du Du mandat, nombre de mandats, du oui, nombre c'est de vrai. mandats et de l'âge pour concourir à. Donc, le président, sans doute, le président avait intégré le fait que par rapport à ces accords, eh bien, il cédera la place. Il ne pourra plus briguer un second Un mandat. énième mandat, oui. Voilà. Et donc, à partir de 2016, le président Paco voilà, remet les accords sur la table. Donc, voilà, demande des comptes. Comme maintenant, c'est son tour. Il faut donc que le PCT se mette derrière lui. Malheureusement, bon, ça n'a pas été le cas. Ah, Évidemment, ce n'est pas nouveau. On connaît comment fonctionne le Parti congolais du travail. Bon, je peux me tromper, je peux exagérer, mais je sais que c'est un parti qui n'a jamais respecté les accords. Et il y a des exemples pour ça, hein, pour en donner. Alors maintenant, bon voilà, il va décéder et selon je crois, l'autopsie qui a été réalisée hein, sur le corps, il est décédé le 21, donc le jour même de l'élection présidentielle. Et cela impliquerait normalement l'utilisation
où voilà, susciterait l'application de l'article 70 de la Constitution du Congo, la nouvelle Constitution du 25 novembre 2015. Que s'est-il passé et pourquoi est-ce que jusque-là, rien n'a été finalement engagé au niveau du parti, donc UDH-Yuki, pour demander l'annulation de cette élection? Mais écoutez, c'est l'une des raisons qui font qu'aujourd'hui, peut-être c'est un scoop que je vous donne, que je m'engage dans une démarche de pouvoir, sans doute un jour, me présenter à la tête de ce parti pour, entre autres, mettre en avant ces aspects. Parce que, croyez-moi, pour un parti comme le nôtre, avec le charisme que portait Guy Brice Parfait Kolela, la manière dont il a bâti ce parti, qu'il a dirigé, gouverné ce parti, je pense que pour nous, membres de l'UDHUKI, cadres de l'UDHUKI, qui étions restés, on aurait au moins organisé la mise en place d'une commission rogatoire, enfin, commission qui allait auditionner un certain nombre des cadres ayant côtoyé le président Guy Brice Parfait Kolela avant, pendant la campagne, pour ne serait-ce que les écouter, nous rendre compte de comment a été organisée cette campagne, comment a été organisée, structurée l'équipe de campagne et qui a côtoyé le président et de quelle maladie ou pathologie pouvait-il souffrir et quels sont les personnages qui sont venus le rencontrer et dans quel contexte. Voilà. Et pour finalement, pour servir pour l'histoire, pour l'avenir, pour nos prochains candidats à la présidence, pour éviter la énième catastrophe en plein vote que finalement nous perdions et à la fois le président, l'homme de famille et le président de la République, potentiellement, parce que je crois, je puis vous dire, j'ai assisté à cette campagne, il y a eu une ferveur autour du président Kolela et j'ai jamais vécu ça. J'ai eu des frissons. Partout où nous passions, partout où il passait, les gens scandaient. Et même ceux qui ne venaient pas au meeting, la majorité silencieuse, les gens n'ont pas compris pourquoi ce que j'ai dit lors de mon débat, le vrai peuple, mais le vrai peuple ne parle pas. Le vrai peuple est silencieux. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, Le vrai nous peuple est devons. silencieux, vous avez dit. Alors, bon, voilà. Il y a un congrès qui est prévu, je crois. Vous nous direz donc les dates qui se tiendra bientôt là, le congrès de l'UDH Yuki. Probablement, ça sera pour renouveler les instances et aussi élire le nouveau président du parti. Mais avant, parce que depuis la mort de Guy Brice Parfait Kolela, c'est vrai que tout à l'heure, vous avez amorcé quelques explications. Depuis 2021, nous sommes quand même en 2023, donc 2 ans sont passés. Quelle est réellement la posture de l'UDH Yuki sur le décès de Gabriel Parfait Colin? Apparemment, c'est classé, bon voilà, c'est le silence, on s'occupe d'autre chose, ça c'est fini, la page était tournée, bon voilà. Et désormais, on regarde, on traite toute autre chose, on s'occupe d'autres chats. Je pense que, Monsieur Christian, vous êtes un fin observateur de la vie politique. Je ne vous apprendrai absolument rien sur ce terrain et vous constatez vous-même ce qui se passe, comment ça se passe au sein de l'UDHUKI depuis la tragique et brutale disparition de notre président fondateur, le docteur Guy Parfait. Il faut dire les choses avec beaucoup de sérénité et beaucoup de réalisme et beaucoup d'objectivité en sortant de la subjectivité. À partir de là, je voudrais vous dire qu'il ne s'est absolument rien passé au niveau de notre parti, tant sur la réussite des obsèques, la mise en terre du président Guy Brice Parfait Kolela,
je l'évoquais tout à l'heure, que sur la recherche, ne serait-ce que sur la forme des causes, des circonstances de la mort de leur leader. La preuve, nous sommes passés des obsèques qu'il fallait organiser Manu Militari à Paris pour la campagne législative. Croyez-moi, j'étais déjà candidat, je l'avais déjà annoncé auprès de votre collaborateur, le grand frère, M. Londi. Ah Je lui oui. avais dit que je lui avais déjà dit que je devrais être candidat, j'étais déjà candidat à Bokosongo, parce que je suis Sundi de Bokosongo. Et finalement, au regard de ce climat nauséabond qui entourait les obsèques du président et après son enterrement, j'avais jugé bon de ne pas prendre part à ces élections et d'attendre Vous êtes que, désisté carrément. voilà, pour moi, c'était indigne d'aller me pavaner dans les confins du Congo, parlant du PPRC ou parlant de Guy Brice Kolola, alors que il y avait encore des doutes autour de sa mort et la plaie n'était pas encore cicatrisée. Et je puis vous dire, pendant 2 ans, je suis demeuré muet. La première fois que j'avais pris la parole, c'est sur votre chère chaîne, une chaîne concurrente, et c'était difficile pour moi. Et depuis lors, euh, je tente de juguler cette douleur, cette souffrance et ce vide qu'il nous a laissé, surtout moi, sur lui sur qui je me reposais. Je n'avais pas encore tout appris. Je n'étais qu'au début de ma formation politique avec lui. Et je croyais moi qu'avec le peu que j'ai appris auprès de lui, que je suis de loin un monstre politique par rapport à un certain nombre de mes compères. Et donc, euh, aujourd'hui, la principale question de l'organisation de ce Du congrès, congrès, oui. de ce congrès qui va se tenir, nous attendons encore la confirmation de la commission d'organisation, la coordination, prévue entre le 14 et le 15 de ce mois en cours, euh, que les plénières se tiennent pour regarder les faisabilités de la tenue de ce congrès. Et donc, l'enjeu majeur pour moi, l'enjeu majeur, c'est non pas d'élire un prochain dirigeant de ce parti, mais de mettre en place les fondations. Les fondations, sont les textes, les statuts et règlements intérieurs. Seuls ces textes-là pourront nous permettre d'asseoir notre influence, notre stabilité et de nous structurer de façon décentralisée ou de façon démocratique, démocratique comme il le souhaitait lui-même, et de façon pérenne dans le paysage politique commun. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je pose comme préalable euh, qu'on tienne compte du fait que nous devons changer l'ossature organigrammique de notre parti, c'est-à-dire l'organigramme de notre parti doit changer. Il ne doit plus y avoir de président du parti. Ce n'est pas possible moralement, éthiquement, ce n'est pas possible. Le président Guy Brice Parfait Kolela est mort président du parti, est mort en pleine campagne électorale, en plein jour de vote, l'arme à la main. Et il n'avait pas encore rendu son tablier. Il n'avait pas encore, le poste n'était pas libéré. Donc, pour moi, de façon morale, c'est indigne et c'est un préalable. Il ne doit plus y avoir un président à l'UDHUT. Le Et seul président. quel est l'organigramme que vous proposez, vous? Alors, moi, j'ai considéré deux choses. D'abord, la première, c'est que le président plane, l'âme du président plane sur l'UDHUT. De deux, c'est de considérer que
nous sommes dans un contexte assez particulier où nous n'avons plus de leader charismatique. Hein, de la trempe de Guy Brice Parfait Kolela, il ne faut pas se leurrer. Il n'y en a plus et il n'en aura pas demain. Donc, Mais il faut. on peut toutefois en fabriquer, non? Ça se fabrique aussi. Oui, mais ça Est-ce va qu'il n'y a prendre pas du des temps. gens qui ont les prédispositions pour incarner, évidemment, Il y en a, mais ça prendra du temps. Ça va prendre du temps. C'est pas ex nihilo que un leader, ça se fabrique pas comme ça. Et donc, à partir de là, j'ai considéré qu'il fallait donc faire en sorte que, au lieu que ce soit comme le faisait Guy Brice Parfait Kolela, avec son oracle, c'est lui qui portait le parti. C'est lui le parti. C'était lui l'UDHE. En dehors de lui, il n'y avait plus rien. Hein? Et finalement, il faut donc renverser dans cette situation la pyramide. Et que c'est la base, les militants, les structures intermédiaires qui s'emparent du pouvoir et portent le leader, hein, le nouveau leader. Et celui-ci n'aura plus les prérogatives qu'avait le président Guy Brice Parfait Kolela parce qu'il était élu dans un contexte particulier. Il en était le président fondateur. Aujourd'hui, il faut partir du principe que nous aurons un délégué du parti, c'est-à-dire que le parti va déléguer un responsable, un cadre qui va le représenter, qui va parler en son nom, qui va rempiler sur ses fonctions. Et il rendra compte au parti. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut, à la place du président, un délégué général, un DG, ou un délégué national, ou un premier secrétaire à l'image. Aujourd'hui, en France, le parti au pouvoir, il y a un délégué, hein, un délégué, La République en marche, c'est un délégué. Le Parti socialiste, c'est un premier secrétaire. L'UPADES, c'est un premier secrétaire. Donc, pour les questions morales, questions éthiques, questions historiques et surtout questions de dynamisme politique, de renouveau politique. alors, bien Et évidemment, il faut quelqu'un pour insuffler tout cela. J'ai bien envie de vous poser la question que voici, mais bien avant cette question, je vais donc demander, sinon inviter nos téléspectateurs à s'acquérir, bien entendu, votre livre Un destin brisé pour bien comprendre finalement cette histoire autour de Guy Brice Parfait Kolela, un ouvrage qui raconte tout ce qui s'est passé bien avant également l'idéologie de Guy Brice Parfait Kolela, l'homme et ses ambitions. Alors, ma question était, elle est facultative, hein. Serez-vous candidat à ce poste de délégué général ou non? mon cher Christian Perrin, j'ai envie de vous dire oui. Oui, je serai candidat. Parce que j'ai considéré que de tous ces candidats déclarés, aucune ne porte ses recommandations ou sinon ses idées. Alors à partir de là, euh, je me propose donc de conduire cette ligne politique du pacoïsme. Et Je quelles pourraient serai donc être candidat. donc vos priorités si jamais vous êtes évidemment choisi ou élu à ce poste de délégué général comme vous le proposez, quelles seront vos priorités? Alors, j'ai mis en place euh, une liste des premières mesures en dehors d'un ce que moi j'appelle motion du Congrès, où on a déjà un projet politique, mais on va dire un plan de conduite des affaires du parti. L'une de mes premières mesures, les premières mesures, elles vont en direction du président Guy Brice Parfait. J'ai bien envie de C'est-à-dire, dire que je mettrai en place, dès les premières heures qui suivront mon élection à la tête de l'UDHE, je mettrai en si vous place, êtes élu, bien entendu. et bien entendu, si les militants
des congressistes venaient à m'accorder leur confiance. Je mettrai en place une commission rogatoire interne au parti, ce que j'appellerais commission chargée d'auditionner tous ceux-là qui ont accompagné, côtoyé le président Guy Brice Parfait Kolela pendant et après euh, son décès pour la manifestation de la vérité. C'est l'une des premières mesures. La deuxième mesure sera d'initier la construction de la pierre tombale du président Guy Brice Parfait Kolela avant que les restes de son être ne soient rapatriés sur la terre de ses ancêtres, c'est-à-dire derrière sa maison. Une façon pour vous de concrétiser son dernier rêve, c'est ça? C'est Ça, une façon pour moi de concrétiser et je suis un heureux candidat parce que je suis parmi ceux-là. Lors de la première journée de campagne, il nous emmène chez lui, à la maison à Kinkala, derrière chez lui. Il nous montre où il voulait être enterré. Voyez-vous tous ces indices-là? Comme l'impression qu'il savait qu'il allait nous quitter. Il nous avait montré où il voulait être enterré. où il voulait donc reposer éternellement. Et le dernier, le troisième point, troisième priorité, parce que je sais qu'il doit en avoir beaucoup. La troisième priorité, c'est quoi? Et puis on va terminer probablement par là. C'est de faire en sorte que le président, je prendrai une mesure, si au niveau du Congrès, cette proposition n'est pas prise en compte, c'est-à-dire qu'on élise un président et non un délégué général, je mettrai en place une commission euh, composée des juristes, euh, des philosophes, des avocats, des sociologues, des historiens, des politiciens pour repenser de fond en comble nos statuts et règlements intérieurs pour les adapter au contexte que je voudrais, c'est-à-dire la modernité, la modernisation, et dans le contexte de ce que lui, il appelait le renouveau démocratique à partir de la décentralisation intégrale. La décentralisation intégrale, c'est la déconcentration du pouvoir. Point de centralisme. Il n'y aura plus de centralisme avec moi. C'est-à-dire qu'il y aura délégation des pouvoirs et nous expérimenterions la provincialisation à partir de l'UDHU. Voilà, c'est donc la fin de cette émission, mais alors une toute dernière question qui servira évidemment de votre mot de la fin. C'est le constat que j'ai fait, hein. Je peux me tromper, mais bon, après vous me le direz hein, si je me suis trompé. En dehors de vos relations politiques avec Guy Brice Parfait Kolela, qu'est-ce qui peut expliquer votre ressemblance à Bernard Kolela ou à Guy Brice Parfait Kolela? Avez-vous des liens de parenté? Euh, Sans doute, c'est ma congolité. Sans doute. Votre congolité, sinon, comme qui dirait, qui s'assemble, se ressemble. En tout cas, merci Fabrice Oleg Kissila d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes un ancien conseiller à la communication chargé des relations publiques à la direction de campagne du candidat Guy Brice Parfait Kolela. Merci en tout cas d'avoir été disponible pour nous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission, comme je l'ai annoncé. Alors, il me reste qu'à vous rappeler de cliquer sur le petit pouce levé en bas de cette vidéo, de partager au maximum. Aidez-nous à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Et puis, nous avons besoin de lire aussi vos commentaires pour parfaire notre petit boulot. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.